Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Initialement rassemblés pour demander pacifiquement une réforme du système éducatif et une amélioration du système de santé qu'ils jugent négligé par le gouvernement, les manifestants de plus en plus nombreux se sont heurtés mardi soir aux forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays. Vous voulez comprendre la colère du peuple marocain ? Le 8 septembre 2023, le Maroc subit la plus grande catastrophe naturelle de son histoire, tuant 3000 personnes et détruisant 60 000 habitations. Une grande partie de ces gens vivaient dans des villages et se retrouvent aujourd'hui encore entassés dans des bidonvilles, alors que le royaume investit des milliards pour accueillir la Coupe du Monde de football 2030. Une succession de tentes en plastique. Un an après le séisme, dans cette région rurale du Haut-Atlas marocain, les abris de fortune sont encore là. L'une des plus vieilles monarchies du monde est sous la menace de sa plus jeune génération. Depuis plusieurs jours, la jeunesse marocaine organise des manifestations massives dans les plus grandes villes du pays contre les inégalités sociales, la pauvreté et la corruption. La flamme s'est allumée à partir de plusieurs fronts. Le décès de 8 femmes sous césarienne à l'hôpital Hassan II d'Agadir, mais aussi le deuxième anniversaire du séisme meurtrier alors que des dizaines de milliers de sinistrés n'ont toujours pas été relogés et vivent encore dans des bidonvilles. Et pour le régime, cette mobilisation à quelques mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique de foot, c'est un sacré casse-tête. On connaît l'image du Maroc qui circule dans les médias occidentaux. Un royaume stable, une monarchie moderne, mais surtout un pays en plein essor économique. Le tourisme, les festivals et pour les amateurs de foot, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 et de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. C'est une méthode connue des régimes autoritaires du Maghreb, la vitrine. La Tunisie de Ben Ali transformait ses stations balnéaires en décors de cartes postales, invisibilisant les quartiers populaires aux alentours. L'Égypte de Moubarak utilisait les grands événements sportifs et culturels comme preuve d'un développement prétendu, alors que la misère dépassait des records. Derrière la vitrine marocaine, la fracture sociale est massive. Selon le Haut Commissariat au Plan, près de 4,75 millions de personnes étaient considérées comme économiquement vulnérables en 2022, soit environ 13% de la population. La pauvreté multidimensionnelle, qui prend en compte l'accès au logement, à l'éducation et à la santé, concernait encore 5,7% des Marocains cette même année. Côté emploi, la situation des jeunes est alarmante. Le chômage national s'élève à 13,3% début 2025, mais grimpe à près de 38% chez les 15-24 ans. Pour les diplômés, il avoisine 19%, preuve qu'un diplôme n'est plus une garantie d'insertion. Et évidemment, ces pauvres ne sont pas dans les villes où l'on veut montrer le mythe du glorieux développement économique. Près des 3/4 des pauvres vivent en milieu rural où l'accès aux services de base reste très limité. C'est une sorte de carotte de tyran en fait. Vous n'êtes pas content, on vous donne la Coupe du Monde. Le tout est de miser sur un nationalisme qui ferait oublier sa propre condition. Ça marche souvent, et pas que au Maghreb, il suffit de voir Macron avec les JO. Mais pas cette fois. La carotte ne prend pas chez les jeunes Marocains. Pourtant, ça ne date pas d'hier. Depuis 20 ans, le régime a misé sur un modèle clair. Grands projets, grands événements, grands investisseurs. Le TGV entre Tanger et Casablanca, des zones franches industrielles destinées à attirer les Occidentaux, des complexes touristiques géants, des infrastructures sportives dignes des pays du Golfe. Ça brille, mais c'est un développement qui ne profite qu'à une petite minorité. Au Maroc, les 10% des plus riches gagnent 12 fois plus que les 10% les plus pauvres. Pendant que les riches profitent des nouveaux complexes hôteliers, s'accaparent les bénéfices des projets d'investissement liés à la future Coupe du Monde et à la CAN, la population rurale du Maroc vit la violence et la pauvreté et observe un pays se construire sans eux. Ce modèle, ça fait longtemps que les jeunes Marocains le dénoncent, et plus le régime s'engouffre dans sa politique des grands événements, plus la colère couve chez les classes populaires. Bled El Hogra, le pays du mépris. Pourquoi? Car les inégalités se voient. D'un côté, des hôtels 5 étoiles à Marrakech qui affichent complet, des villas luxueuses sur la côte, de l'autre, des quartiers populaires où les familles survivent avec moins de 50 € par mois. Des jeunes qui rêvent de harqa, comprenez partir clandestinement vers l'Europe, parce que rester n'offre aucun avenir. La preuve par les actes. Alors que les projets immobiliers de luxe pullulent dans les grandes villes, les villages détruits du Haut-Atlas par le séisme n'ont jamais été reconstruits. La question qui a motivé des milliers de Marocains à prendre la rue est simple.
À quoi ça sert de construire des stades, des hôtels, des infrastructures luxueuses que les Marocains n'ont même pas les moyens de payer? C'est dans ce contexte qu'une nouvelle génération a décidé de se lever, la génération Z, ces jeunes qui ont grandi avec Internet, les réseaux sociaux et qui ont vu en direct les images du printemps arabe et les espoirs qui vont avec. Un mouvement de révolte contre la corruption et l'autoritarisme qui part du sud de la Tunisie jusqu'au nord de la Syrie. Ce qui est inédit dans le mouvement de la Gen Z au Maroc, c'est que ce mouvement n'est pas porté par des partis ni par des syndicats, même s'il est soutenu par les oppositions de gauche comme de droite. Il n'y a pas de leader idéologique pour chaque camp, comme en 2011 au Maghreb. Il y a une génération entière qui dit « ça suffit » et une convergence généralisée des idéologies politiques. Ils refusent le langage policé de la politique officielle et leurs slogans sont clairs: contre la corruption, contre le népotisme, contre un régime qui investit dans son image à l'international pendant que sa jeunesse crève de faim. Et c'est ça qui fait peur au pouvoir, parce qu'on peut enfermer un opposant, interdire un journal ou un parti, mais on ne peut pas empêcher la colère de circuler de téléphone en téléphone, de quartier en quartier. La contagion de la colère est en marche et le régime fait face à une difficulté inédite. Comment prétendre à la modernité sans écouter sa jeunesse? Le Maroc aime se vendre comme une exception, une monarchie éclairée, un pays stable, un pluralisme politique. C'est vrai, il y a des élections, il y a des partis, mais tout le monde sait que le vrai pouvoir est hyper centralisé et que la corruption règne en maître. Et tout le monde sait aussi ce qui se passe quand les lignes rouges sont franchies, la répression tombe. En 2016, après la mort de Morsen Fekri, broyé dans une benne à Al-Hoceima, la colère populaire a fait naître le Hirak du Rif, un mouvement pacifique pour la dignité et le développement. La réponse de l'État a été une répression brutale avec des arrestations massives, mais surtout des procès politiques érigés en exemple avec des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. À Gerada en 2017, la mort de 2 jeunes dans une mine clandestine a déclenché des mobilisations contre la misère et l'abandon de la ville. Là encore, le pouvoir a préféré matraques et tribunaux plutôt qu'écouter les revendications avec des dizaines de manifestants emprisonnés. On le voit encore aujourd'hui avec ces mobilisations de la Gen Z, des centaines d'arrestations, des intimidations, des procès expéditifs. La répression a atteint un point de non-retour avec des images très violentes à Oujda où une voiture de police a écrasé des manifestants. C'est ça la stabilité marocaine, un pluralisme de façade derrière lequel se cache un verrouillage total. Un pays qui investit des milliards pour séduire les touristes mais qui déploie la matraque quand sa jeunesse ose dire que ce développement est une mascarade. Alors le Maroc est-il en train de revivre son printemps arabe en différé? Pas encore. Le régime reste puissant, la répression efficace et la peur encore présente. Mais ce qui change, c'est la génération. Ces jeunes n'ont pas connu la monarchie triomphante des années 2000, ils n'ont pas grandi avec l'illusion que quelques réformes suffiraient, ils n'ont plus peur de critiquer directement le système et sa corruption. Et ça, c'est une nouveauté. Les mobilisations se construisent sur des demandes simples, des services publics, des écoles, des hôpitaux, des logements plutôt que des grands projets de vitrine. Il n'y a pas une volonté directe de faire tomber le régime, mais plutôt une colère précise sur l'absence de services pour les plus pauvres, sur l'état dégradé d'hôpitaux en sous-effectif, où les équipements manquent et où la prise en charge est d'une lenteur record. Là encore, les inégalités sont frappantes, les cliniques privées prospèrent pour attirer le tourisme médical des Occidentaux, en quête de chirurgie plastique à bas prix, tandis que les hôpitaux se meurent. Nous sommes ravis de vous annoncer aujourd'hui l'ouverture de l'hôpital privé de Meknès. C'est une clinique polyvalente d'une capacité dépassant 194 lits. C'est au stade de Prince Moulay Abdellah flambant neuf que la rencontre aura lieu. Un nouveau joyau architectural inauguré cet après-midi à Rabat par Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ce, après des travaux de reconstruction ayant permis de mettre cette prestigieuse infrastructure sportive en conformité avec les normes FIFA. La vérité, c'est que le pacte social marocain, à savoir on vous donne de la stabilité, vous fermez les yeux sur les inégalités, est en train de se briser. Parce que quand un jeune sur 3 est au chômage, quand des millions vivent la misère pendant que les élites profitent des palaces, des stades, des investissements étrangers, la stabilité n'est plus un compromis, c'est une provocation qui peut suffire à former une mobilisation révolutionnaire. Cette génération a un message clair. Nous n'accepterons plus d'être sacrifiés pour sauver l'image du royaume. Le Maroc a construit sa vitrine pour séduire le monde, mais la frustration qui couve depuis des décennies est en train de la fissurer. Et derrière, il y a une jeunesse qui dit haut et fort, on ne veut pas seulement survivre, on veut vivre. Une jeunesse qui refuse le mirage des grands événements trompe-l'œil, qui exige de la dignité et qui, pour la première fois depuis longtemps, fait trembler l'un des régimes les plus verrouillés de la région. Parce qu'au fond, la vraie question est là. Combien de temps encore un pays peut-il bâtir des stades sur des ventres vides ?